Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons nous pencher sur Premier sang, ouvrage d'Amélie Nothomb, publié en 2021 et qui a obtenu le prix Renaudot. Alors, dans ce roman, d'ailleurs, s'agit-il d'un roman, Nicolas, à ton avis ? On est entre le roman et la biographie. Elle raconte sa vie, mais en même temps, on l'avait dit la dernière fois, il y a tellement d'allusions à ses œuvres romanesques antérieures que moi j'ai l'impression que Patrick Nothomb, elle en a fait un personnage nothombien. Il rentre bien dans la galerie des personnages qu'elle a créés jusqu'ici. Oui. Ce qui est intéressant, c'est évidemment qu'elle cherche, elle, à rendre hommage à son père disparu, et elle se concentre sur le moment où il a frôlé la mort, lorsqu'il a été confronté peu longtemps d'exécution, ce qui est le choix qu'elle fait pour traiter en parallèle la disparition de son père en 2020. Elle le représente donc jeune diplomate après l'indépendance du Congo, pris en otage à Stanleyville pendant 4 mois, où il fut non seulement otage, mais aussi négociateur avec les rebelles révolutionnaires, jusqu'à l'intervention des parachutistes belges en novembre 64, lors de l'opération qui était appelée Dragon Rouge. On sait qu'il y a eu environ 1600 personnes prises en otage, donc elle lui rend hommage, parce que grâce à son intervention, elle estime que le bilan des morts est resté limité. Oui, alors il faut bien préciser ici, c'est que au moment de l'indépendance du Congo, les Congolais avaient de bonnes raisons d'avoir des griefs envers l'ancien colon, et que Patrick Nothomb, dans cette situation, en tant que négociateur blanc, belge, face à tout ce passé colonial, il a dû quand même se comporter quelque part pour être négociateur en héros. Alors moi c'est une question qui m'intrigue, est-il plutôt héroïque ou est-il plutôt stoïque ? Il n'y a pas de raison forcément d'opposer les deux notions, puisqu'il y a de l'héroïsme dans le stoïcisme, ou le stoïcisme, on peut dire que c'est un ferment de l'héroïsme. À n'en pas douter, donc Amélie Nothomb lui rend hommage, et à ses talents de diplomate, qui a su tirer son épingle du jeu dans un contexte très, très difficile. Ouais. Et tu as rappelé cet arrière-fond colonial qui a dû lui rendre la tâche encore plus rude. Elle nous le présente comme un héros dans une situation paroxystique, qui est cette longue prise d'otage, sa confrontation avec le peloton d'exécution, et on imagine bien qu'une telle expérience, elle agit comme un révélateur particulièrement efficace de la personnalité. C'est quand on est confronté à la mort qu'on montre de quoi on est fait, pourrait-on dire. Ouais. Voilà, et d'ailleurs je crois que Patrick Nothomb sort tout à fait grandi de cette épreuve. Ce qu'on voit quand il pense à la mort, c'est d'abord son amour profond de la vie, et puis son acceptation sereine de la mort. Et elle utilise même cette expression que j'aime bien, il découvre son amour du destin. Et c'est là que nous rejoignons l'idée du stoïcisme. Alors explique-nous un petit peu. Alors c'est une philosophie ancienne, venue de l'Antiquité, qui consistait justement à être capable d'accepter l'ordre des choses, s'y plier en partant de l'idée que notre vraie liberté est ailleurs. Elle se trouve à l'intérieur de nous, dans notre citadelle intérieure. Alors c'est très confortable, cette philosophie tout de même. C'est pas si facile que ça de savoir accepter l'ordre du monde tel qu'il est, de l'accepter sans... Et même, c'est même pas simplement l'accepter, c'est d'embrasser la nécessité en disant que puisqu'on peut rien y faire, autant
aller dans son sens au lieu de chercher à lutter contre. Donc c'est vraiment placer la liberté ailleurs, et notamment dans une distinction qui est capitale dans le stoïcisme, il faut savoir distinguer les choses qui dépendent de nous et les choses qui n'en dépendent pas. Et si on veut atteindre le bonheur, et un bonheur durable, un bonheur stable, il faut savoir placer son bonheur dans ce qui dépend de nous et laisser de côté ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire ce sur quoi nous n'avons pas de prise, ce qui ne peut engendrer que du trouble, de la frustration. Et d'ailleurs, on trouve cette attitude chez Patrick au seuil de son exécution qui dit « j'aime ce qui m'arrive ». Ça, c'est l'attitude du stoïcien qui embrasse la nécessité, l'ordre des choses. En revanche, ce qui va dépendre de nous, donc, c'est par exemple le prix, la valeur, l'importance que nous accordons à telle ou telle chose, à tel ou tel événement. Voilà. C'est le monde intérieur dans lequel nous avons une certaine maîtrise, et c'est sur cette base qu'il faut donc bâtir, on va dire, son bonheur. Et là aussi, Patrick nous en donne un exemple. Donc au moment où il pense que les fusils vont tirer et qu'il va mourir, eh bien, c'est là qu'il saisit la valeur inestimable de ses derniers instants. Il lui reste quelques secondes à vivre, eh bien, ces quelques moments, enfin, ce sont les moments qui ont permis au roman de se dérouler, eh bien, il prouve que chaque instant, un peu comme la relation du microcosme au macrocosme, eh bien, chaque instant porte en lui une vie entière. Et fort de cette conscience-là, la mort devient acceptable et il est prêt à mourir. Alors ça, c'est quand même un sport auquel il faut être bien préparé, il faut être rodé. Et puis là, on peut dire quand même que l'enfance de Patrick Nothomb l'a bien préparé pour ce moment en lui apprenant la résilience. Alors, il a accepté le manque de tendresse de sa mère, il a appris l'ascétisme chez les Nothomb, donc chez son grand-père paternel, en vivant dans les privations, avec un humour, alors c'est incroyable, sans que cela affecte le bonheur qu'il trouvait dans ces moments au château de Pondoise. Et alors c'est quelqu'un qui a appris à ne pas laisser les difficultés des circonstances et du hasard entamer son aptitude au bonheur, et qui a même trouvé dans l'adversité un enrichissement intérieur. Alors il y a des passages évidemment qui sont très drôles, quand il fait sa valise pour aller passer les vacances dans ce fameux château du Pondoise. On lui donne toutes sortes de friandises et il sait déjà, il anticipe, il sait qu'il va être dévalisé à peine arrivé au château. Alors pour le coup, c'est vraiment du stoïcisme. Oui, il commence par une expérience du dépouillement, presque une initiation à cette vie monacale, enfin... Voilà. Mais le stoïcisme était un ascétisme. La seule chose qui change, c'est que dans la famille Nothomb, je dirais que ce stoïcisme prend une forme originale qui est justement celle de l'humour, comme tu le soulignais. Et cet humour qu'ils savent garder en toutes circonstances, même les plus dramatiques, et qui donne l'impression, justement, que les pires drames n'arrivent jamais à les atteindre vraiment, comme s'ils étaient finalement... imperméable au malheur, résistant au malheur, et c'est ça le stoïcisme. Aussi, le traitement de cette prise d'otage ne prend pas le chemin attendu. On verrait bien un traitement pathétique, dramatique de l'événement. Il y a quand même eu une centaine de morts exécutés par les rebelles. Eh bien, le livre va prendre un autre chemin. Il va choisir le mode ludique, humoristique. Et d'ailleurs, le titre Premier sang évoque une particularité de Patrick. Oui, il s'évanouissait systématiquement à la vue du sang. Alors, lors de la prise d'otage, c'est vraiment drôle. Il détourne les yeux de ses adversaires et puis c'est interprété. Alors de toute façon, tu as fait une autre grille de lecture. Oui, il y a des exécutions. Alors il ne regarde pas les morts. Mais il nous dit bien, c'est pas parce que c'est horrible, mais c'est surtout parce que il ne veut pas que la vue du sang ne provoque son évanouissement, ruinerait complètement sa crédibilité auprès de ses interlocuteurs rebelles. Donc du coup, l'explication attendue n'est pas au rendez-vous. D'ailleurs, les rebelles lui demandent pourquoi il agit comme ça, il est obligé de mentir, d'inventer une fausse explication. Et du coup, on a des passages cocasses au milieu d'événements qui pourtant sont dramatiques.
Cet évanouissement à la vue du sang, on va dire que c'est l'élément burlesque du personnage que Amélie Nothomb met en exergue, notamment avec ce titre, Premier sang, et qui donne lieu, dans le roman d'ailleurs, à différentes scénettes comiques. Bon, sauf qu'ici, le comique intervient dans une scène qui est dramatique. On mélange deux registres qui d'habitude s'opposent. Alors, le résultat obtenu de ce mélange, ce n'est quand même pas qu'on plaisante sur les morts, ce qui pourrait être irrespectueux, mais c'est plutôt une mise à distance de tout ce qu'il y aurait d'ampoulé dans le pathétique, ce que j'appellerais la baudruche pathétique, avec ses gros effets. Ensuite, on peut dire que c'est une mise en relief de l'absurdité de cette violence, qui donne lieu donc à des scènes amusantes, mais dans le sens, j'ai envie de dire, dans le sens du théâtre de l'absurde. Et puis enfin, je crois que j'avais déjà évoqué la dernière fois, il y a toujours cette idée, je trouve, d'une pudeur, d'une certaine tenue qu'il faut maintenir par ce refus de se laisser aller, ce qui peut rejoindre, là encore, la position stoïcienne que nous évoquions. Ce sont plein d'exemples, je dirais, d'une distance humoristique qui est à la fois une façon de vivre, qui est une sorte de citadelle intérieure, je dirais, pour reprendre cette expression stoïcienne, et qui fait que l'humour, c'est un mode de vie, mais c'est aussi une philosophie qui va distinguer, bien chez Patrick, d'un côté la façade qu'il offre à ses ravisseurs et la comédie qu'il leur joue en faisant le négociateur, et de l'autre on a un moi plus profond qui jauge, qui juge par derrière, qui analyse la situation et notamment perçoit les pièges que ses interlocuteurs cherchent à lui tendre pour trouver les moyens de les détourner. Alors, trop d'émotions, c'est quand même un petit peu vulgaire. Tu nous rappelles peut-être l'étymologie de l'adjectif vulgaire ? Vulgaire, c'est effectivement ce qui appartient au vulgus. Vulgus, c'est le peuple, mais dans ce qu'il peut avoir de bas. Donc effectivement, il y a une certaine distinction derrière cet humour qui permet finalement de rester flegmatique. Ouais. Et le flegme, on peut rappeler aussi que c'était une humeur dans l'Antiquité qui était supposée être une humeur froide, une humeur qu'on avait notamment dans le cerveau et qui quelque part empêche le cerveau de s'échauffer. Donc être flegmatique, c'est être capable de rester froid et en toutes circonstances, de ne jamais s'emballer. Oui. C'est effectivement la qualité qui lui a peut-être valu sa survie et celle de tous ceux dont il avait en quelque sorte la responsabilité. Et ce flegme, effectivement, qui lui permet de garder la tête froide dans une situation alors hautement anxiogène, c'est ce qui va le sauver. Et Amélie Nothomb, je trouve que, alors quand on connaît ses romans précédents, elle aussi, c'est une fille, c'est la fille de son père, digne de son père, car elle a aussi, par exemple dans Stupeur et Tremblement, on le voit bien, le flegme absolu dont elle fait preuve. Mais ce que je trouve, ce qui est le plus admirable, c'est que l'instrument de son héroïsme, ce ne sont ni la force, ni des prouesses dignes d'un Rambo ou d'un Bruce Willis, c'est la parole. Et ce livre est un hommage à l'héroïsme de son père, mais c'est aussi, et peut-être surtout, un vibrant éloge des pouvoirs de la parole. Alors on sait que Patrick Nothomb, dans le privé, au sein de la cellule familiale, c'était plutôt un taiseux, et l'héroïsme, il ne sera pas du côté d'Hercule, mais d'Orphée, réincarné ici dans ce diplomate belge, qui va découvrir le talent de la palabre. Oui, il va s'échiner à parler à ses gardes constamment, à réclamer une discussion là où les rebelles voudraient exécuter et tuer sans sommation. Il répond régulièrement aux rebelles qui lui disent « On va tous vous tuer !» Eh bien, des réponses du type « C'est un projet intéressant, mais en tant que consul de Belgique, je suggère que nous commencions par parler. » La palabre, c'est le langage dans toute la splendeur de cette fonction du langage que Jacobson avait appelé la fonction phatique, c'est-à-dire qu'on utilise le langage pour s'assurer que le contact avec l'interlocuteur est établi. Comme quand on dit « allô » au téléphone, c'est pour s'assurer que la personne nous entend bien. On veut s'assurer que la communication passe, qu'elle est en cours. Eh bien, cette palabre, je dirais que c'est un contact qu'il entend nouer, c'est un lien qui est créé entre les otages et les rebelles, et qui rend évidemment l'exécution difficile, car il est difficile de rompre ce lien en tuant sommairement la personne avec qui l'on parle. On pourrait s'amuser à résumer ça sous la forme d'une parodie du cogito cartésien. Je parle,
donc nous vivons encore. C'est un petit peu sur cela que repose tout le passage. On pourrait également dire que cette palabre, c'est un divertissement au sens plein et étymologique, c'est-à-dire un divertissement qui détourne les ravisseurs de leurs envies de massacre, qui endigue leur violence pendant 4 mois, ce qui est une performance on ne peut plus héroïque. Voilà, ça peut rappeler aussi un peu le théâtre de l'absurde. Moi, je pense à Fin de partie, où les personnages sont liés par l'acte même de communication, quand bien même, en fait, ils n'ont même pas rien à se dire. Pour moi, la palabre, c'est évidemment une tradition africaine, anthropologique, qui est utilisée par les différents acteurs témoins d'un conflit. Eh bien, on se réunit sur la place publique et on parle donc en présence des autres qui sont les témoins, et c'est une façon d'exprimer les souffrances de chacun, de recréer le consensus, tout en évitant un conflit, je dirais, frontal. Alors, c'est très amusant, cette utilisation de la palabre par un diplomate belge qui est l'héritier d'une tradition rhétorique complètement, fondamentalement différente. Alors cette palabre, c'est vrai que moi je trouve qu'elle a quelque chose, je comparais tout à l'heure à Fin de partie, je trouve qu'il y a quelque chose un peu qui relève du théâtre de l'absurde, c'est pas toujours très rationnel, on a des échanges, alors elle nous en donne plusieurs exemples, mais des échanges qui sont amusants par leur absurdité, comme lorsque c'est un enfant de 12 ans qui a envie de tuer Patrick Nothomb, et Patrick lui répond non, c'est pas permis parce que son chef a décidé de se réserver ce plaisir. Bon, donc l'argument a quand même quelque chose d'absurde puisque c'est lui qui parle du plaisir que l'autre aura à le tuer, mais à chaque fois il réimpose le contact humain, il exclut et tient à distance le meurtre grâce à son sens de la répartie. En ça, on pourrait le rapprocher d'un personnage qui est évoqué plusieurs fois dans le livre. Patrick Nothomb, c'est une nouvelle Scheherazade. Absolument. Et ce qui est aussi très amusant, c'est que Amélie doit son existence à la survie de son père. Bon, on ne va pas spoiler, on ne va pas dévoiler, mais et c'est un paradoxe de plus, c'est qu'elle doit sa vie à ses dons de palabreur. Oui, en fait, quelque part, ces dons de palabreur font de son père une sorte de conteur, une Scheherazade. Scheherazade, c'est quelque part la première romancière dans la tradition. Enfin, c'est une romancière qui s'est inventée des contes palpitants, tout comme notre Amélie Nothomb, qui sait tenir son public captivé avec ses publications fréquentes. Donc, en fait, elle trouve dans son père, en racontant sa vie, une sorte de double d'elle-même. Et quelque part, elle doit sa naissance aux mots que son père, à cette palabre, que son père a su maintenir pendant 4 mois. Car, non, c'est au mot, M-A-U-X. Aussi, oui, parce que à la fin, il y a cette belle chute du roman où le chef des rebelles, lui demande s'il compte avoir d'autres enfants, et on sait que la prochaine enfant, ce sera Amélie. Il lui dit, mais ça ne dépend que de vous. Ouais. Donc, le sort la naissance d'Amélie Nothomb a finalement dépendu du bon vouloir et de la gâchette tortionnaire de son père. Tortionnaire de son père, oui. C'est d'une élégance et c'est... Voilà. Et rajoutons que là encore, on va trouver une petite chute supplémentaire à la fin, c'est sa peur du sang. Quand il va s'agir quand même de sauver sa vie et de se sauver au moment où les parachutistes débarquent et que les rebelles décident de tuer tout le monde, là, le sang, ça va plus trop lui faire peur. Quand il s'agit de survivre, cette rage de survivre qui fait la 4e de couverture, il va savoir la trouver et oublier ses évanouissements. Oui, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons rester avec Amélie Nothomb et la semaine prochaine, nous allons évoquer un roman d'Amélie Nothomb intitulé Barbe bleue. Merci de votre attention, merci Nicolas. Et donc à la semaine prochaine.